Oh, bonjour. Justement, je pensais à vous. Vous savez, en repensant à la vie de la chaîne jusqu'à aujourd'hui, deux choses m'ont surprise. La première, c'est que je n'ai jamais pris le temps de faire une vidéo sur la littérature classique de l'Est. Et aussi, parmi vos demandes régulières d'auteurs ou de livres, j'ai quasi jamais vu une demande sur cette littérature. Pourquoi ? Gogol, Dostoïevski, Tolstoï ne vous intéressent pas ? Personnellement, je trouve que c'est une lecture assez exigeante, mais ô combien prenante. Je me souviens de Crimes et Châtiments qui me demandaient un effort constant pour me saisir du livre et me plonger dans l'histoire, et pourtant, une fois dedans, j'étais fasciné par la psychologie des personnages. J'ai donc une idée reçue sur cette belle équipe, une lecture exigeante, mais fascinante. Et une fois de plus, je me suis plongé dans une intro interminable qui n'a que peu de lien avec le livre dont je voulais vous parler. Mais pourquoi je fais ce genre de truc ? Je devrais peut-être mener une introspection, réfléchir à mes choix. Métro 2033, sorti en 2005 de Dimitri Gloukovski, raconte l'histoire de Artyom, un jeune homme qui a un profil psychologique assez lambda en fait. Et avoir un profil psychologique lambda, c'est pas forcément pratique lorsqu'on est en 2033 et qu'on vit dans le métro russe suite à une catastrophe nucléaire. Les survivants se sont réunis dans des stations où ils tentent de survivre et se méfient des tunnels parce qu'il y rôde toutes sortes de trucs affreux qui incitent à la sédentarisation. Bref, c'est la vie à la dure pour Artyom et ça l'est encore plus lorsqu'il se voit confier la mission d'aller apporter un message à un contact qui se trouve beaucoup plus loin dans le métro. Artyom, n'ayant jamais dépassé une ou deux stations, se voit embarqué dans une aventure accompagnée d'un magicien bougon et de nains rigolos. Je déconne, il est tout seul, complètement paumé. Et ça, je ne saurais pas dire si c'est une qualité ou un défaut. Le livre prend un malin plaisir à jouer avec le topos de la team qui se forme, puisque dès qu'un protagoniste se lie à notre héros, c'est soit pour le lâcher à la prochaine station, soit parce qu'il va mourir comme un gros schlag. Du coup, je trouve ça plutôt chouette de toujours déjouer nos attentes et de voir que le groupe ne se forme finalement jamais. Mais mon problème, c'est qu'on se retrouve seul avec Artyom. Et Artyom, bon sang, ce qui m'ennuie. Il n'a pas vraiment de passion, il n'a pas vraiment de qualité, ni vraiment de défaut. C'est vraiment un mec lambda. Et je comprends tout à fait la stratégie. On plonge le lecteur dans un univers méconnu et créer le personnage le plus lambda possible nous permet de découvrir cet univers avec le regard le plus neutre possible. C'est quelque chose qui marche dans pas mal d'œuvres et notamment Final Fantasy X auquel j'ai rejoué il y a peu et où je trouve que la stratégie narrative pour donner vie à ce monde à travers le regard d'un type qui le découvre est super efficace. Mais lui, il a un panel de gens qui n'ont pas tous le même caractère, ni la même vision de ce monde, et du coup, ça crée des alchimies entre eux. C'est ce qu'on n'a pas avec Artyom. Donc Artyom part de Bon, on va l'appeler Bourg-Palette. Donc Artyom quitte Bourg-Palette et s'engage dans un premier tunnel. Puis il arrive à une station, discute un peu et s'engage dans un nouveau tunnel sombre. Puis il arrive dans une nouvelle station et ainsi de suite. Le trajet est plutôt redondant, dirons-nous. Mais le livre en a bien conscience, c'est pourquoi il va ponctuer cette promenade d'événements divers comme un mystérieux bruit qui rend fou, voire qui tue des gens. Mais pas notre héros. Pourquoi ? Aucune idée. Je sais pas si c'est moi qui suis à côté de la plaque, mais il me semble que jamais le livre nous explique pourquoi le héros semble moins enclin à la folie que son entourage. Alors bon, ce sera peut-être raconté dans les romans qui suivent, mais là, en l'état, je reste avec un mystère qui valse sans complexe avec la facilité d'écriture. Et puis j'ai un problème avec ces événements aléatoires. Je comprends qu'il faille rendre l'aventure dynamique, mais rien ne lie vraiment les différents événements qui se produisent. On a ce son mystérieux, on a des créatures glauques, on a des humains vénères, on a des noirs. Alors je sais pas du tout quel est le nom original de ces créatures, mais en tout cas, en français, les appeler les noirs donne une dimension un peu surréaliste à certains passages, notamment lorsque des hommes armés surveillent l'entrée d'un tunnel et balancent des « Attention ! Un groupe de noirs rapplique !» Alors certains vont me dire que je n'ai rien compris et que c'est normal parce que c'est une métaphore. Mais le principe de la métaphore, ce n'est pas justement de désigner une chose X par une chose Y, et pas de garder le nom pour désigner autre chose qui en fait désigne ce que ça désignait et... Bref, le livre est plein de problèmes. Et pourtant, j'ai plutôt apprécié la balade. Étonnamment, si l'histoire et les personnages ne m'ont pas emballé, j'aime bien cet univers, et je le trouve d'autant plus intéressant lorsqu'il ne se passe rien. Les moments forts du livre ne me semblent pas être lorsque les créatures attaquent nos héros, mais lorsqu'on passe devant une porte et qu'on se demande ce qui se trouve derrière. Et on se met alors à imaginer tout plein de trucs effrayants. Ou lorsqu'on est dans une station et qu'on nous raconte que tous ceux qui s'engouffrent dans le tunnel suivant ne reviennent pas. Et surtout lorsqu'on se pose autour d'un feu et qu'un personnage se met à nous raconter une légende d'une station lointaine qui serait peuplée de sataniques. Là, je trouve que le monde prend toute sa consistance. Il n'a pas besoin de faire surgir je ne sais quelle créature pour vous le faire comprendre, même s'il s'y cache quelques monstres Lovecraftiens que je ne peux décemment bouder. Métro 2033 est un livre intéressant à aborder via la question de donner vie à un univers. Ici, on reste essentiellement dans le réseau de métro de Moscou.
Mais en même temps, j'ai trouvé que cet univers séquençait énormément tout ce qu'il faisait, que ce soit dans les déplacements, puisqu'on fait point A, puis B, puis C, etc., mais aussi dans sa forme. Si on a eu de grandes descriptions, il est fort possible qu'on ait, durant le prochain trajet, un peu d'action. En fait, c'est un livre parfait pour un jeu vidéo. Il y a un trajet à suivre, des créatures, des boss, et on pourrait d'autant plus se cantonner à l'action, reléguant les séquences descriptives à des cinématiques. Et si on veut faire le contraire, c'est-à-dire virer l'action pour se concentrer sur la description d'un univers de ce type, il y a Stalker de Tarkovsky. Un film que je trouve très exigeant, je ne vais pas vous le cacher, mais qui, si on fait l'effort de se plonger dans son univers, nous mène dans une découverte passionnante. Et donc, Métro 2033, vais-je monter dans tes wagons et parcourir tes suites ? Je sais pas trop. Ton univers est sympathique, mais il me paraît aussi un peu brouillon. Et le chemin parcouru a eu d'excellents moments, mais arrivé au bout de tes passés 800 pages et atteint les révélations que tu semblais si fier de me présenter, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire « Quoi ? Tout ça pour ça ? » Une révélation qu'on peut appréhender déjà depuis la page 12. C'est franchement problématique. Alors écoute, je vais lire mes livres en attente dans ma bibliothèque, et une fois que cela sera fait, il est possible que je poursuive tes aventures. Ouais, non, en fait, je crois qu'on a peu de chance de se recroiser.